La parole est donnée à Nicolas David, il est Head of Brand chez Mano Mano, et Alexandra Luth, elle est directrice de marque pour TUI. La parole donc à nos deux intervenants, et c'est un échange qui est animé par Clément Fage. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première table ronde de cette deuxième journée des Marketing Days. Une table ronde consacrée, on va essayer d'apporter une réponse à une question qui, je suppose, a traversé l'esprit de beaucoup d'entre vous cette année. Comment garder le lien avec ses clients, comment essayer de se rendre utile pour faire face ensemble à cette crise et à ces deux confinements. L'utilité, c'est une notion, bien sûr, qui a pris une envergure particulière ces dernières années, et plus particulièrement depuis la mise en place de la loi Pacte, qui fait écho un petit peu à la raison d'être aussi que se cherchent de nombreuses marques en ce moment, et qui a une résonance particulière aujourd'hui, alors que nombre d'entre vous, nombre de communicants, nombre de responsables marketing essayent de trouver une base, des fondations solides sur lesquelles construire une communication pour accompagner l'activité quand on a la chance de pouvoir continuer à l'exercer, ou préparer la reprise quand ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a justement la chance d'avoir cette diversité de témoignages, puisque nous recevons Alexandra Luth. Merci, bonjour Alexandra d'être présent. Vous êtes directrice. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes directrice des marques pour TUI France, des marques Marmara, Lukea et Nouvelles Frontières. Donc TUI, leader mondial du voyage, du tourisme. Ce n'est pas un secret, on sait que voilà, votre activité a été particulièrement impactée cette année par la crise. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Et j'ai aussi avec moi Nicolas David. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes Head of Brand chez Mano Mano. Vous intervenez bien sûr dans un contexte différent, les confinements ayant particulièrement été porteurs pour les e-commerçants et notamment pour les marques qui interviennent dans ces secteurs du bricolage, du jardinage, du do-it-yourself. Merci néanmoins aussi de prendre le temps, on sait que l'activité doit être chargée, de prendre le temps de témoigner aujourd'hui. Ma première question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre rôle de directeur responsable des marques pour vos entreprises respectives et de partager avec nous quel a été l'impact de cette crise sur votre activité au quotidien? Peut-être Alexandra, si vous voulez commencer. Je vais commencer, oui, du coup. Donc moi, je suis responsable des marques chez TUI France. Donc, c'est à la fois la marque TUI, mais aussi toutes les marques produits, toutes les expériences voyage que l'on propose. Donc, comme vous le disiez, Club Marmara, Club Lukea, Circuit Nouvelles Frontières, entre autres. Donc, toute la partie marketing retail, toute l'image des marques et le positionnement des marques, évidemment. Clairement, nous, on a été frappés de plein fouet par toute la crise du coronavirus et notamment par la fermeture des frontières qui s'est fait quasiment du jour au lendemain à la mi-mars. Donc, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et au-delà de ça, on s'est retrouvés face à une problématique très, très forte de clients qui étaient partis en vacances aux quatre coins du monde et qui se sont retrouvés bloqués. Donc au-delà du fait d'arrêter l'activité, c'est vrai que nous, notre responsabilité en tant que tour opérateur, c'était avant tout de prendre soin de nos clients et de les ramener en France, de les rassurer et s'assurer qu'ils étaient bien rapatriés à la maison. Et ça a été un travail considérable de toutes les équipes terrain, service client, puisqu'il a fallu trouver des avions, changer tous les plans de vol pour ramener nos clients sains et saufs. Donc, on a ramené plus de 10 000 personnes en une petite dizaine de jours, avec limite des exploits, puisque je crois que le Maroc a fermé en quelques heures ses frontières et il a fallu rapatrier tout le monde. On a rapatrié 1300 personnes en quelques heures. Donc, on va dire que c'était la priorité avant tout marketing. C'était évidemment prendre soin de nos clients.
On reviendra également donc, sur cette première phase qui est un petit peu du domaine de la communication de crise et comment très rapidement régler ces problèmes et jouer aussi votre rôle, avoir cette utilité d'accompagnateur du voyage. Donc, on reviendra sur ce rôle et sur ce que vous avez mis en place par la suite pendant le confinement pour accompagner ces clients. Nicolas, vous aussi, voilà, quelles sont vos responsabilités chez ManoMano, en quoi ça consiste d'être Head of Brand chez ManoMano et pareil, comment ce premier confinement et ensuite la crise sanitaire qui s'est installée a impacté votre activité? Moi, je suis un ex-agence, donc j'ai passé 8 ans en agence de publicité avant de passer de l'autre côté, comme on dit. Et du coup, chez ManoMano, je suis responsable de la marque. Donc, c'est vraiment définir les plateformes de marque de ManoMano et le contour de leur expression, que ce soit ManoMano, ManoMano Pro, ManoMano Fulfillment, notre offre de logistique. C'est ensuite construire l'écosystème de marque globale. Et au quotidien, c'est être responsable de toute la création de contenu qui peut être vecteur de la marque. Donc, ça va être la partie campagne. On est très heureux de pouvoir travailler avec Marcel sur ces sujets-là. Tout ce qui va être CRM, Amigo, tout ce qui est plus d'animation au quotidien, mais aussi et surtout un sujet de plus en plus important, l'expérience client, que ce soit le site, les services en ligne, les applications, qui sont des sujets où on a des gros volumes d'audience et on peut construire la marque de façon assez impactante. Donc voilà, moi depuis 2 ans chez ManoMano, nous du coup là, on était en entreprise en surcroissance depuis plusieurs années déjà, mais alors nous pour le coup là, le confinement a eu un impact un peu inverse, très positif, hein, c'est-à-dire qu'on a fait x4 en vente en l'espace d'une semaine. Donc c'était des volumes qui étaient énormes parce qu'on avait d'un côté toute la GSB, donc les grandes surfaces de bricolage qui ont fermé d'un coup, qui ont arrêté leurs investissements en télé. Et nous, de l'autre côté, notre dimension de marketplace, notre statut de marketplace nous a permis finalement de pouvoir assumer la demande. Parce que nous, on n'en voit rien, on ne voit pas grand-chose chez ManoMano. C'est des marchands qui viennent vendre sur la plateforme. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir répondre à la demande et derrière pouvoir mettre aussi en place un accompagnement adapté parce que derrière, il fallait aussi se faire le relais de cette dimension d'accompagnement sur le digital parce qu'on ne pouvait plus l'avoir en physique pendant la crise. Alors on va revenir également sur les actions, les initiatives que vous avez mis en place cette année. Peut-être prenons le temps quand même de nous pencher sur cette notion d'utilité et ces notions aussi de proximité avec les clients qui sont les fils rouges de cette table ronde. Ce sont des thématiques qui ont pris de l'ampleur ces dernières années. Pour vous, comment est-ce que vous définiriez déjà votre approche, quelle relation vous avez avec vos clients et finalement quelle utilité vous pensez en tout cas pour vos marques? Le lien avec les clients, pour nous, il est clé, j'ai envie de dire, tout au long du parcours. Hein, on a la chance d'avoir une interaction très forte via les réseaux sociaux. On a plus d'1,5 million de personnes qui nous suivent. Via notre base CRM, on a plus de 3 millions de personnes. Et donc, pour nous, c'est important de garder le lien tout au long du parcours, comme je le disais, à la fois en phase amont, on va dire, pour inspirer les gens, leur donner du rêve, leur offrir du rêve. Ensuite, pour les inciter, évidemment, via des offres commerciales à réserver et à partir en vacances. Mais le suivi et le lien, il se fait évidemment sur place avec toutes nos équipes dédiées qui sont sur place, qui les accompagnent. Et ensuite, on met en place, on a plus de 17 questionnaires clients. Donc, on veut les écouter, on les écoute, on change des choses, on met en place des choses, on suit le NPS, Net Promoter Score, pour clairement savoir à chaque fois ce qu'ils ont pensé de leur expérience et réajuster le tir si besoin. Donc, c'est comme ça qu'on a des scores en fait qui sont en forte croissance. Donc, on crée vraiment cette relation de confiance qui est essentielle dans notre puisqu'aujourd'hui, en fait, partir avec un tour opérateur, c'est vraiment cette garantie d'être accompagné et de ne pas être seul et d'être accompagné à toutes les étapes du voyage. Et on l'a vu notamment en temps de crise, ceux qui étaient partis en autonome, ils devaient se débrouiller pour revenir, alors que nous, on les accompagnait jusqu'au bout. Donc, cette relation, elle est essentielle et c'est pour ça notamment que TUI a été élu numéro 1 de la relation client cette année à nouveau
Voilà. Donc, c'est vraiment au cœur du métier, à la fois du marketing, mais aussi, j'ai envie de dire, de toute la chaîne, de ceux qui organisent les voyages, de ceux qui sont sur place, dans les clubs, etc. Nicolas, quelle est, de votre côté, votre conception de l'utilité? La proximité, on sait que les items de proximité, on sait que c'est quelque chose qui est assez faible pour le retail en général. On part de plus loin. Hein. Les gens sont moins proches sur ce type de propositions qui vont l'être sur de la food ou sur de la fashion. Après, au global, on a vu effectivement une évolution ces dernières années. Je trouve que, par exemple, il y a 4-5 ans, moi, sur une marque automobile, on avait vraiment identifié la proximité comme étant le premier driver de trust. Donc, c'était déjà identifié comme quelque chose de très important, mais c'était une approche qui était du travail sur la proximité qui était très top-down, avec des contenus très campagnes qui visaient à démontrer l'utilité des USP dans le quotidien des gens. Et ça, j'ai l'impression que ça évolue, qu'on la travaille, cette proximité et cette favorabilité, on la travaille de façon plus diffuse, plus homogène sur l'expérience client. Alors, on gère déjà beaucoup mieux les journées en général. C'est plus segmenté, c'est plus personnalisé, ça ouvre pas mal de portes. Et du coup, nous, chez ManoMano, on essaye en gros de simplifier au maximum tout projet d'achat ou de réalisation de home improvement. Donc, on essaie de décomplexer la pratique dans un marché qui est assez aseptisé, où finalement, il n'y a pas grand-chose qui dépasse sur le marché du bricolage-jardinage. C'est des grands discours. Et donc, on va se servir de la plateforme de marque comme vecteur de cette promesse pour aller du coup aller travailler ce système de proximité. Donc, déjà en pub, ça va être d'apporter un regard un peu plus inclusif du bricolage-jardinage en publicité, quelque chose qui n'existe pas forcément, parce que, par exemple dans le sport et dans toute la partie sports goods, donc vous avez Nike qui vous dit t'es un corps, t'es un athlète. Aujourd'hui, dans le bricolage-jardinage, il n'y a personne qui disait t'as des mains, t'es un bricoleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter au maximum pour décomplexer un peu les gens. Déjà, ça va commencer à travailler ces items-là. Et ensuite, tout au long de l'expérience, c'est un travail qui est assez constant avec les équipes design pour la rendre la plus saillante possible, pour renforcer le sentiment positif, atténuer les tensions, simplifier au maximum le discours. Et ça, on voit que ça fonctionne, en tout cas l'intégration de cette posture-là au sein de l'expérience, parce qu'on voit que ça fait bouger les items, que ça fait bouger les curseurs à l'exposition, en tout cas tout au long d'une journée. Et après, derrière, aussi, oui, effectivement, avec nos clients en social media, en CRM, mais ce qui est pratique, c'est que comme on apporte un discours assez saillant en pub et au sein de notre écosystème, on essaye. Derrière, en CRM et en social, ça nous rend les choses plus simples parce qu'on a déjà fait notre déclaration d'intention. Et du coup, c'est plutôt une continuité de ce qu'on a annoncé plus tôt. Après, c'est des sujets qu'on ne travaille pas de la même façon aussi en fonction des audiences et des typologies de sujets. Sur le ManoMano Pro, par exemple, sur le B2B, on ne va pas travailler beaucoup la relation et la favorabilité, la possibilité avec de la même façon. On va essayer d'être sur un discours beaucoup plus direct, beaucoup plus brut. On parle aux artisans du bâtiment, donc sans chichi, beaucoup plus direct et de façon adaptée. Alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que vous faites, ce que vous mettez en place pour cette cible spécifique B2B au travers de ManoMano Pro. Mais dans vos deux témoignages, on voit les saillances un petit peu sur lesquelles vous vous appuyez vous vous êtes appuyé en tout cas pour établir votre stratégie, vos réponses en 2020 chez TUI. Donc c'est important, Alexandra, vous l'avez fait, de rappeler ce rôle d'accompagnateur et de finalement promoteur d'expérience que vous faites vivre à vos clients au travers de vos différents clubs. Des expériences gastronomiques, des activités. Et c'est aussi ce que, dans un second temps, du coup, vous avez essayé de retranscrire au travers de vos opérations comme Voyaging by TUI, Voyager sans bouger. Est-ce que vous pouvez revenir sur la stratégie, comment vous êtes adapté en 2020, d'abord en ayant cette politique d'information de vos clients pour savoir si on pouvait partir ou pas en vacances et dans quelles conditions ça allait se faire. Et ensuite, donc, cet accompagnement que vous avez offert à vos clients qui étaient confinés chez eux sans possibilité de s'évader comme ce que vous leur permettez de faire en temps normal? Alors, pour nous, ce qui est c'était vraiment tout au long de la crise, et on est encore dedans, de coller à l'attente, mais j'ai envie de dire surtout à l'état d'esprit en fait de nos clients et des Français de manière générale par rapport au voyage. Et c'est vrai que tout ce qu'on a mis en place devait se faire dans une grande réactivité parce que
Les états d'esprit changeaient aussi, évidemment, au jour le jour en fonction des annonces. Et ça, je pense que c'était le cas pour tout le monde. Et du coup, il fallait à chaque fois réinventer et ajuster le message en fonction de l'actu. Donc déjà, on suivait beaucoup les requests Google pour voir et comprendre l'état d'esprit. Les réseaux sociaux aussi étaient clairement des gros indicateurs de tendance et d'état d'esprit. Et j'ai envie de dire, on est passé par plusieurs phases. La première qui était effectivement totalement la réassurance, donc rapatrier les voyageurs, beaucoup de messages qui partaient à destination des personnes qui avaient des réservations, qui pensaient partir dans la semaine suivante, dans les 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc là aussi, on suivait l'actualité. Donc souvent, les gens étaient malheureusement informés en dernière minute. Mais voilà, ça on va dire que c'était la priorité numéro 1. Ensuite, ce qu'on a voulu, c'était garder le lien avec nos clients, nos prospects, montrer qu'on était là, même si c'était difficile, et montrer qu'on pouvait garder de l'espoir, qu'il y aurait des jours meilleurs et qu'on allait continuer à voyager. Et donc, dans un premier temps, comme on était tous confinés, l'idée, c'était de ramener du voyage à la maison. Donc, on a effectivement lancé toute une plateforme de communication. Donc, tout ça en quelques jours grâce à des équipes ultra motivées, grâce à notre agence. Et donc, on s'est vraiment mis en ordre de marche très rapidement et on a lancé la plateforme Voyager sans bouger. L'idée étant de ramener un peu de l'esprit des marques et l'esprit du voyage chez les gens, garder un lien fort avec nos marques, de la présence à l'esprit. Et donc, du coup, c'est passé à travers un blog qu'on a, à travers les réseaux sociaux, à travers nos newsletters CRM. Et on proposait aux gens, on leur donnait des recettes de cuisine de différents pays du monde entier où, évidemment, on leur proposait de partir voyager. On faisait venir des animations des clubs chez eux, des animations avec Luki, notre emblème Club Lukea pour les enfants. Voilà, tout ce qui permettait en fait de ramener un peu de joie et de fun et de voyage à la maison. Ensuite, ça a encore évolué dans le temps, puisqu'on devait arriver au mois de juin, mai-juin, le déconfinement commençait à s'arrêter. Et là, on savait qu'on allait réussir à faire partir des gens en voyage. On avait des demandes de partir en voyage sur l'été. Et donc là, on était beaucoup plus dans une phase de réassurance et de mise en place de dispositifs très forts d'un point de vue sanitaire, évidemment, notamment dans nos clubs, mais aussi aux aéroports, pour montrer et rassurer une fois de plus sur le fait que c'était possible de partir en vacances et en voyage cet été, que c'était possible de profiter, mais de le faire dans un environnement secure, donc avec des mesures fortes, notamment, on a retravaillé tout ce qui était buffet dans les clubs, sont transformés en service à l'assiette, une distanciation au niveau des transats, une distanciation et un arrêt de certaines activités, des sports collectifs, par exemple, pour favoriser les sports qui permettaient un petit peu plus de distance, des mesures sanitaires et nettoyage très, très fréquents dans nos mini-clubs. Voilà, donc une somme de mesures, en fait, pour rassurer. Et on a réussi à faire partir de nombreux clients qui ont été ravis, vraiment, de leur expérience sur l'été. Et dans quelles dispositions vous abordez ce reconfinement? On a vu finalement que vous aviez aussi encore ces deux piliers, information et ensuite divertissement, que vous aviez mis en place pour le premier confinement. Le côté information, vous avez mis en place une permanence jusqu'au 1er décembre dans vos agences pour informer les clients qui avaient des questions sur leurs vacances. Est-ce que vous travaillez sur le deuxième volet maintenant, divertissement? Est-ce que vous allez faire évoluer vos dispositifs? Est-ce qu'il y a un autre ton finalement à avoir sur cette période qui est quand même différente du confinement qu'on a connu au printemps? Tout à fait. Alors, le confinement aujourd'hui, il est un peu plus ouvert malgré tout. Donc, on est moins à ramener le voyage à la maison comme on l'avait fait au mois de mars-avril. Aujourd'hui, on se projette beaucoup plus sur l'avenir. On se projette beaucoup plus sur printemps-été qui devrait, on l'espère tous, être un peu plus normal, un retour à la normale. Et on pense que les conditions de voyage devraient être meilleures, surtout si un vaccin est présent,
sur printemps-été. Donc, on est plutôt à émettre du rêve et de l'envie en disant, voilà, là, c'est dur, mais on va revoyager. Ça va, on va tous redécouvrir des choses, on va tous revivre des moments fun, on va tous revivre des moments de plaisir, voilà, dans le monde entier. Donc, on est plus sur ce rêve et sur la projection du futur que de ramener le voyage à la maison, si je devais comparer les deux expériences. C'est ce qu'on espère, on espère tous, pour vous, mais aussi bien sûr pour nous. Nicolas, je me tourne vers vous. Bon, vous abordez ce reconfinement dans un autre état d'esprit, j'imagine. Vous l'avez dit, les ventes multipliées par 4 au début du premier confinement. Vous avez été face à un autre problème. Tout le monde a eu envie d'un coup de bricoler, de jardiner, avec plus ou moins de succès, puisque vous avez mis en place Allo Mano, donc une hotline gratuite, ouverte 7 jours sur 7, qui permettait d'échanger avec des experts, avec des spécialistes. Là aussi, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de ce projet, le lien avec l'utilité finalement que vous revendiquez, et est-ce que vous avez des résultats à partager avec nous, ou peut-être est-ce que vous allez, comment est-ce que ce dispositif a perduré ou va être remis en place pour ce reconfinement? Le premier confinement, il a été assez challengeant parce que je disais, il faut x4 en une semaine sur le business. Donc déjà, là, ça perturbe un peu, même si c'est un peu dans l'autre sens. Après, on a vu aussi des nouveaux comportements auxquels on ne s'attendait pas. On a fait x20 sur les ventes de peinture en ligne. Pendant le premier confinement, c'était quelque chose où derrière, en tout cas, le parcours d'achat était très peu digitalisé. Donc, ça a donné un coup de fouet sur la digitalisation du secteur. Plus de la moitié des Français qui ont déclaré faire plus de bricolage, jardinage qu'avant le confinement. Chose un peu auquel on ne s'attendait pas, c'est avec une surpondération sur les 15-24. Donc là, voilà, il fallait accompagner les gens quand toutes les grandes surfaces elles étaient fermées de l'autre côté. Donc on a vu aussi une demande aussi plus forte sur l'accompagnement en ligne. Donc on avait une expérience en ligne qui était principalement en amont de l'achat, sur le bricolage jardinage, en recherche d'informations et en inspiration. Et on a vu que ça avait tendance à redescendre dans le funnel pendant le confinement. Donc il a fallu s'adapter. Donc déjà, on a renforcé l'expérience de conseil en live en ligne, pour pouvoir aider un maximum sur la marketplace, répondre aux demandes clients, sur un produit, sur un projet. Et ensuite, du coup, Allo Mano, quelque chose qu'on a fait de façon totalement décorrélée du business. Le service, c'est parti de ce postulat, de se dire, aujourd'hui, pendant le confinement, il y a des gens qui avaient peut-être des petites urgences à la maison, que ce soit des fuites, par exemple, et qui avaient besoin de conseillers experts en ligne qui pouvaient les aider. Donc, on a créé ce service-là, où en fait, on avait des experts bricolage, jardinage, conseillers sur le site qu'on a dédié finalement à cette expérience-là, pour pouvoir démontrer notre valeur d'accompagnement plus loin que la dimension de marketing. Parce que aussi déjà, ça nous tenait à cœur de jouer un rôle positif, en tout cas au sein de cette crise. Et après, en deux bandes, ça on s'y attendait pas forcément, mais en deux bandes, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes exposées au service, même pas ceux qui l'avaient utilisé, ceux qui étaient juste exposés au service, avaient un return rate qui était supérieur sur le site. Donc voilà, on se rend compte que finalement cette utility, elle est importante, elle est nécessaire, déjà parce que c'est important en termes de... nous, c'était important d'être aussi en lien avec notre mission de marque. Et de l'autre côté, on se rend compte qu'on s'y attend pas forcément, mais que ça a des impacts, ça peut avoir des impacts sur le business, mais d'une façon plus diffuse, qui se mesure dans le temps sur des timings un peu plus longs. Voilà. Super, je vous remercie beaucoup. Le temps qui nous a accordé arrive à son terme. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. J'espère que, on aura l'occasion de partir très rapidement en vacances avec vous chez TUI et qu'on continuera bien sûr à prendre conscience de notre talent de bricoleur avec vous, Nicolas, chez Mano Mano. Je remercie les internautes qui nous ont suivis. Vous pourrez retrouver bien sûr le replay de cette émission, de cette table ronde sur e-marketing.fr, ainsi que la couverture qui vous est offerte par nos journalistes. Merci beaucoup à tous et à bientôt.